En général, je dis que l'homme, et en général tout être raisonnable, existe comme fin en soi, et non pas simplement comme un moyen pour l'usage arbitraire de telle ou telle volonté, et que dans toutes ses actions, soit qu'elle ne regarde que lui-même, soit qu'elle regarde aussi d'autres êtres raisonnables, il doit toujours être considéré en même temps comme une fin. Les êtres dont l'existence ne dépend pas de notre volonté, mais de la nature, n'ont aussi, si ce sont des êtres privés de raison, qu'une valeur relative, celle de moyen. Et c'est pourquoi on les appelle des choses. Tandis qu'au contraire, on donne le nom de personne aux êtres raisonnables, parce que leur nature même en fait des fins en soi, c'est-à-dire quelque chose qui ne doit pas être employé simplement comme un moyen, et qui par conséquent restreint l'arbitre de chacun. Les êtres raisonnables ne sont pas en effet simplement des fins subjectives, dont l'existence a une valeur pour nous, comme effet de notre action, mais ce sont des fins objectives, c'est-à-dire des choses dont l'existence est par elle-même une fin qu'on ne peut subordonner à aucune autre, et par rapport à laquelle elle ne serait qu'un moyen. Autrement, dit Kant, rien n'aurait une valeur absolue. Ainsi, on comprend on est digne ou on ne l'est pas, il n'y a pas de degré intermédiaire, on ne peut pas quantifier la dignité. C'est la dignité qui fait la différence entre les choses et les personnes, et cette dignité se fonde dans la raison. D'où vient la dignité absolue? Elle est la conséquence de l'autonomie de l'homme, de ce que l'homme peut lui-même ériger sur son morale, sa loi morale. Peut-on abdiquer sa dignité en voulant être traité comme un objet? Non, puisqu'elle repose sur la condition qui seule peut élever une chose au rang de fin. Ce n'est pas du respect effectif de la loi morale qu'on se donne que l'homme tire sa dignité, mais de son existence en chaque homme. Cette loi, Kant la résume dans son célèbre impératif catégorique, agit seulement d'après une maxime telle que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Maintenant, qu'en est-il de la signification juridique de la dignité humaine? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la dignité, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'humanité a senti le besoin d'affirmer avec force la valeur de la vie humaine et de condamner fermement les exactions commises. J'ai déjà mentionné la création du crime contre l'humanité. D'un point de vue juridique, un moment important, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui reprend les principes contenus dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle considère dans son préambule, je cite, « La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. La méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience humaine. » L'article 1er de la Déclaration de 1948 dispose, je cite, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Fin de citation. La dignité humaine inscrit une appartenance égale de toutes les personnes à l'humanité. Le droit reprend cette notion philosophique afin de fonder sur elle l'interdiction de traiter une personne comme un objet et de faire découler de cette interdiction une protection juridique. Comme en témoigne la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la dignité humaine est la matrice des droits de l'homme. C'est-à-dire, c'est en elle, en la dignité humaine, que les droits de l'homme trouvent leur fondement. Elle protège tout individu contre l'arbitraire et la puissance de l'État. Avec elle, avec la dignité humaine, l'individu, en somme, prime sur la collectivité, sur l'État. Il a une valeur inaliénable, que l'État ne saurait illégitimement mettre en cause. En droit interne français, depuis la décision du Conseil constitutionnel relative à l'examen des lois de bioéthique de 1994, le respect de la dignité humaine est un principe à valeur constitutionnelle, ce qui le place au sommet de la hiérarchie des normes. Pour ceux qui ne savent pas, la hiérarchie des normes, c'est quelque chose d'assez simple. Il y a en droit plusieurs normes qui ont des valeurs différentes, règlements, directives, il y a donc les lois internes, les lois internationales, la Constitution. Il faut ordonner tout ça. La hiérarchie
hiérarchie des normes, c'est tout simplement une création de hiérarchie entre ça. Au plus bas, on a les actes réglementaires, puis des lois, et au-dessus, tout en haut, on a la Constitution. Donc, je répète, la dignité humaine a valeur constitutionnelle. Les lois ne sauraient donc déroger ou enfreindre la dignité humaine. Cependant, la dignité humaine a une définition juridique qui n'est pas suffisamment exacte pour être appliquée de manière pratique ou catégorique. C'est pour ça qu'elle trouve un appui d'abord à travers les droits de l'homme. Ceux-ci recouvrent l'ensemble des droits particuliers considérés comme inhérents à la personne humaine et doivent s'imposer à la loi. La décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 a en effet inscrit le préambule de la Constitution de 1946 et donc aussi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1989 au sein du bloc de constitutionnalité. Donc à nouveau, les droits de l'homme ont valeur constitutionnelle. Par ailleurs, la supériorité des traités internationaux sur la loi offre aux personnes une protection accrue. Les individus se trouvent protégés des actes ou des négligences d'un État lorsque ceux-ci iraient à l'encontre de la jouissance de leurs droits fondamentaux. Nous pouvons distinguer deux formes d'appréhension de l'eugénisme par le droit. En tant que l'eugénisme établit une hiérarchie entre les personnes, il y a une condamnation indirecte dans le droit, et puis, en tant que l'eugénisme consiste en une organisation sélective de l'espèce humaine, il est sujet à une condamnation directe. Donc d'abord les condamnations indirectes. Au regard des droits fondamentaux, l'eugénisme n'est d'abord pas condamné en tant que tel, mais il est appréhendé plutôt en tant que pratique débouchant sur une discrimination impliquant que certains hommes sont de moindre valeur que d'autres. Mais bien sûr, au point de vue des droits de l'homme, c'est une hiérarchisation qui est inadmissible. Alors, si la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 n'a qu'une valeur déclarative, il y a d'autres instruments internationaux qui permettent une protection, qui donnent une protection effective à l'homme au sujet de la discrimination. D'abord, c'est le pacte international relatif aux droits économiques et sociaux et culturels et le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Les deux proscrivent une discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique, l'origine nationale, la naissance ou toute autre situation. Le droit à la vie contenu à l'article 6 du pacte relatif aux droits civils et politiques, ou le droit de se marier librement et de fonder une famille à l'article 23, aussi apparaissent comme des garanties, comme des protections contre l'eugénisme en ce qu'il discriminerait les personnes. Ensuite, nous avons la Convention du 21 décembre 1965 sur l'élimination des discriminations raciales de l'Organisation des Nations Unies. Elle proscrit la discrimination qu'elle définit comme toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, et qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice dans des conditions d'égalité des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ensuite, nous pouvons citer l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit toute forme de discrimination et qui, dans la liste qu'il énumère, précise, bien sûr, cette liste contient les discriminations ethniques ou raciales. Il y a ensuite la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est entrée en vigueur en 2009. Elle interdit toute forme de discrimination, les discriminations opérées à partir des caractéristiques génétiques notamment. Et la Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine de 1997, de manière plus simple dite Convention d'Oviedo, entrée en vigueur en 2012, interdit en son article 11 les discriminations fondées sur le patrimoine génétique. En droit interne, il y a aussi une disposition qui proscrit la discrimination, c'est l'article 225-1 du Code pénal qui dispose que constitue une discrimination
toute distinction opérée entre les personnes physiques en raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur opinion politique, de leur activité syndicale, de leur appartenance ou leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Maintenant, les condamnations directes. L'article 16-4 du Code civil, introduit par la loi du 29 juillet 1994 et modifié par la loi de 2004, de loi de bioéthique, dispose que nul ne peut porter atteinte à l'espèce humaine. Il continue ensuite, je cite, « Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite. » Reprenant cette formulation, l'article L214-1 du Code pénal prévoit que le fait de mettre en œuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est puni de 30 ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d'amende. Alors, à la lecture de la définition, on voit que ce n'est pas l'eugénisme en soi qui est incriminé, d'ailleurs ça serait une définition trop large, mais il convient insister sur le fait que ce qui est proscrit, c'est un eugénisme collectif, un eugénisme systématique de grande échelle et organisé. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui découlerait des activités individuelles, quelque chose de privé ou de mineur, quoi. Cette caractéristique a été soulignée aussi bien par le Conseil d'État que par le Conseil constitutionnel à diverses reprises. Je peux citer le Conseil constitutionnel. Seul peut être qualifié de pratique eugénique toute pratique tendant à l'organisation de la sélection des personnes. C'est une décision de 2001. Au regard du droit international, la convention d'Oviedo fait également référence, bien que sans nommer, à l'eugénisme. L'article 13 énonce qu'une intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne peut être entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques, et seulement si elle n'a pas pour but d'introduire une modification dans le génome de la descendance. L'argument thérapeutique ne doit pas servir d'ouverture pour une pratique visant à modifier l'espèce humaine. A contrario, si l'acte médical constitue sa propre fin, la modification du génome de l'espèce et que la modification du génome de l'espèce n'est qu'un effet collatéral, la pratique est considérée comme légitime. La formulation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est beaucoup plus lapidaire. Elle se contente d'interdire, en son article 3, qui se situe dans le titre premier de la Charte intitulé « Dignité », les pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour... elle interdit les pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes. À l'issue de ce portrait, il semble que la dignité protège l'homme contre l'eugénisme. Mais malgré cela, se pourrait-il que des mesures eugéniques trouvent en la dignité leur justification? En effet, certains des droits de l'homme, dont la dignité est le fondement, je le rappelle, semblent donner des droits qui ne seraient pas reniés par les eugénistes. C'est ce que je propose de montrer maintenant, à travers l'étude de deux droits, l'interruption médicale de grossesse et la procréation médicalement assistée. L'interruption médicale de grossesse a été introduite dans le droit français en 1975 par la loi Veil. Elle autorise l'interruption... L'article L 2213-1 du Code de la santé publique dispose que cette interruption n'est pas limitée dans le temps, elle peut être pratiquée jusqu'à la fin de la grossesse, à condition que la grossesse mette en péril grave la santé de la femme, ou s'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité et incurable, dont peuvent attester deux médecins faisant partie d'une équipe pluridisciplinaire après un avis consultatif. Donc, le droit autorise l'avortement médical et par contre il prévoit toute une série de sanctions pour les avortements qui n'auraient pas lieu dans le cadre qu'il prévoit. Je
Je ne vais pas les détailler, mais c'est quelque part logique. Il s'agit de protéger la santé des femmes, puisqu'il s'agit d'une pratique potentiellement à risque. Donc, on ne peut pratiquer un avortement que dans le cadre de la loi. L'article L. Je vais passer maintenant à la présentation des actes médicaux afférents à l'interruption médicale de grossesse. L'article L. 2131-1 du Code de la santé publique dispose que le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero, chez l'embryon ou le fœtus, une infection de particulière gravité. Ce n'est pas quelque chose, un acte systématique, il n'est proposé que dans deux cas. D'abord, il est planifié pour une catégorie de population définie par des facteurs à risque, tels que des antécédents d'anomalies chromosomiques familiales, parentales, ou révélés par des marqueurs sériques maternels anormaux, des maladies génétiques, ou lorsque l'âge de la femme enceinte est supérieur ou égal à 38 ans. En second lieu, le diagnostic prénatal est proposé lorsqu'une des 3 échographies prévues au cours d'une grossesse révèle une probabilité de maladie génétique responsable d'un handicap grave. Je précise, j'amène une petite précision, il y a la différence entre le dépistage et le diagnostic. Le dépistage prénatal, c'est la recherche la probabilité de la présence de pathologies graves. Le diagnostic est limité à une maladie dont la probabilité s'est relevée importante. Donc, par rapport au dépistage prénatal, dans son avis du 22 juin 1993, le Comité consultatif national d'éthique s'était montré réticent envers un programme de santé publique visant à un dépistage de masse systématique de la trisomie 21. On peut deviner, dans l'usage des termes programme de santé publique, la crainte de l'eugénisme. Le rapport Mattei sur le dépistage de la trisomie 21, à l'aide des marqueurs sériques maternels de 1996, pose le problème d'entrée de jeu. Je cite, « Est-il possible aujourd'hui d'organiser le dépistage étendu d'une infection génétique sévère dans une population donnée, sans engager notre société vers une politique de santé publique fondée sur l'eugénisme ?» Après avoir longuement analysé la systématisation d'un tel dépistage à toutes les femmes enceintes, il préconise la mise à disposition de l'examen à celles qui en font la demande libre et éclairée, chose faite l'année suivante par un arrêté de 1997. Notons que depuis 2009, le dépistage de la trisomie 21 est systématiquement proposé aux femmes enceintes, et le dernier avis du CCNE sur la question, datant de 2013, recommande que l'on fasse usage des dernières technologies de dépistage de trisomie 21, à base de sang fœtal, bref, il s'agit de chercher l'ADN du fœtus dans le sang maternel. C'est plus efficace. La direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques a publié en février 2008 les chiffres de l'avortement pour l'année 2005. En ce qui concerne l'interruption médicale de grossesse, l'état des lieux du diagnostic prénatal de l'Agence de la biomédecine a estimé le chiffre à 6441 pour l'année 2005, ce qui signifie qu'elle représente environ 3% des environ 200 000 avortements de 2005. Le nombre de grossesses poursuivies malgré le diagnostic d'une pathologie grave s'élève à 411, ce qui fait environ 6% des autorisations des interruptions médicales délivrées. Dans son étude sur la révision des lois bioéthiques de 2009, le Conseil d'État note que 96% des embryons porteurs de la trisomie 21 sont supprimés. La tolérance envers le handicap trouve je ne sais pas, juste du point de vue du temps, je ne sais pas où j'en suis, si je... 10 minutes. Bon, alors ça, je vais vous le citer. Je vais parler de la virus, qui est un mec qui est assez connu. Ça aussi. Je vais en venir à une petite interrogation sur le statut de l'embryon. Est-il protégé par le droit? Alors, in utero, l'embryon n'a pas d'existence juridique autonome en dehors de la personne de la femme.
il ne bénéficie pas de droits subjectifs, l'embryon n'est pas une personne. Il y a plusieurs arrêts de droit, aussi bien au pénal que dans toutes les catégories de droit, qui vont dans ce sens. Donc je disais, l'embryon n'est pas une personne, il ne bénéficie pas de droits subjectifs, mais les personnes, elles, en bénéficient. De droits subjectifs. C'est le droit de disposer de son corps qui justifie le droit à l'avortement. Un droit qui trouve sa source même dans la dignité humaine. J'établis là une relation entre la dignité humaine, le droit à disposer de son corps, un droit de l'homme, et l'avortement. Est-ce que ça veut dire que l'embryon n'est pas protégé du tout? Si l'embryon n'est pas un sujet de droit, il bénéficie d'une protection objective. Il y a d'abord l'article 16 du Code civil qui dit que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie. Ensuite, l'article L 2151-3 du Code de la santé publique dit que l'embryon ne peut être ni conçu, ni constitué par clonage, ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles. Oui, j'ai mal lu la phrase. Ce qu'elle voulait dire, c'est que les fins commerciales et industrielles excluent tous les procédés qui étaient contenus dans l'article, pour plus de clarté. Ce ne sont que les embryons conçus in vitro lors d'une procréation médicalement assistée qui ne font plus l'objet d'un projet parental, qui peuvent être utilisés dans des recherches scientifiques, ce qui est contenu à l'article L 2151-5 du Code de la santé publique. Je vous propose donc d'étudier la procréation médicalement assistée maintenant. L'article L 2141-2 dispose que l'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué. L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation, ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l'assistance médicale à la procréation. On trouve là la traduction d'une jurisprudence de la CEDH. L'article L 2141-7, l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut être mise en œuvre lorsqu'il existe un risque de transmission d'une maladie d'une particulière gravité à l'enfant ou à un membre du couple, lorsque les techniques d'assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir, ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues par la loi, renonce à une assistance médicale à la procréation au sein du couple. Le recours à la procréation médicalement assistée est possible en France, non seulement lorsqu'il s'agit de remédier à l'infertilité, mais aussi pour éviter la transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité. Le diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire celui effectué sur un embryon in vitro, n'est autorisé qu'à titre exceptionnel. Il ne peut être effectué que lorsqu'a été préalablement et précisément identifié chez l'un des parents ou l'un de ses ascendants immédiats dans le cas d'une maladie gravement invalidante, à révélation tardive et mettant prématurément en jeu le pronostic vital, l'anomalie ou les anomalies responsables d'une telle maladie. Il ne peut avoir d'autre objet que de rechercher cette affection, ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter. Fin de citation. C'était l'article L 2131-4 du Code de la santé publique. Cependant, par dérogation au principe que je viens de vous exposer, que je viens de dire, le diagnostic préimplantatoire peut également être autorisé lorsque les conditions suivantes sont réunies. Lorsque le couple a donné naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique entraînant la mort dès les premières années de la vie et reconnu comme incurable au moment du diagnostic, lorsque le pronostic vital de cet enfant peut être amélioré de façon décisive par l'application sur celui-ci d'une thérapeutique ne portant pas atteinte à l'intégrité du corps de l'enfant né du transfert de l'embryon in utero.
Quel est le rapport donc, de cette mesure avec la dignité humaine à nouveau? Chose à établir. Eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré dans un arrêt de grande chambre du 3 novembre 2011 que la procréation médicalement assistée était une expression de la vie privée et familiale protégée par l'article 8. C'est une confirmation de sa jurisprudence précédente, un petit peu, elle précise sa jurisprudence, mais ce n'est pas nouveau. On peut noter que dernièrement, la Cour a rendu un arrêt assez intéressant à ce sujet, c'est l'arrêt Costa et Pavan contre l'Italie de 2012. En l'espèce, il s'agit d'un couple italien qui avait appris qu'il était porteur sain de la mucoviscidose au moment de la naissance de leur fille, qui était atteinte de cette pathologie. Quelques années plus tard, la femme étant une seconde fois enceinte, le couple fit effectuer un diagnostic prénatal qui fit apparaître que le fœtus était également atteint de la terrible maladie dont il était porteur. En conséquence, il fut décidé que Mme Costa subirait une interruption médicale de grossesse. Désireux d'avoir un second enfant auquel il ne transmettrait pas la mucoviscidose, mais soucieux d'éviter à la femme le risque d'un nouvel avortement, le couple Costa-Pavan souhaita alors recourir aux techniques de procréation médicalement assistée qui auraient pu permettre de provoquer une nouvelle grossesse seulement après avoir vérifié, grâce à un diagnostic préimplantatoire, que l'embryon fécondé in vitro n'était pas atteint de la maladie génétiquement transmissible. Or, la législation italienne faisait doublement obstacle à cette demande, d'abord en ce qu'elle ne donne accès à la procréation médicalement assistée qu'aux couples stériles, mais aussi aux couples infertiles et aux couples dont le mari est porteur de maladies virales sexuellement transmissibles. Et ensuite, en interdisant le diagnostic préimplantatoire à toute catégorie de personnes. Il n'y avait pas de diagnostic préimplantatoire en Italie. Les deux partenaires ont donc saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour faire juger qu'ils avaient été victimes d'une violation de leurs droits au respect de la vie privée et familiale consacrée par l'article 8 dont je viens de vous parler. D'habitude, dans ce genre d'affaires, les juges sont assez circonspects. Ils soulèvent que les États ont une marge de manœuvre assez large. Ça ne veut pas dire qu'elle échappe au contrôle de la CEDH, mais il faut, afin que le contrôle soit plus détaillé, qu'il existe un consensus durable au sein de l'Union européenne sur la question. La Cour a jugé pourtant que l'interdiction opposée à couple Costa-Pavan avait constitué une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Et ce qui est intéressant, c'est les arguments juridiques. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris compte de l'incohérence du système législatif italien en matière des pays. Cette incohérence consistait à interdire de vérifier par un diagnostic préimplantatoire si un embryon in vitro est atteint d'une maladie incurable génétiquement transmissible, tout en autorisant l'élimination in utero d'un fœtus lorsqu'un examen prénatal a établi qu'il était affecté par cette maladie. L'incohérence, elle revient donc finalement à préférer le sacrifice ou la mise à mort d'un fœtus qui est dans le ventre d'une femme à celui d'un embryon qui n'est encore que dans une éprouvette. C'est en mariant le principe de cohérence du droit et le principe de proportionnalité, c'est un principe important dans la Convention européenne des droits de l'homme, dans le contrôle que fait la Cour des droits internes. Donc le mariage du principe de cohérence et du principe de proportionnalité célébré par Costa et Pavan devrait avoir pour effet d'autoriser le diagnostic préimplantatoire pour déceler toutes les maladies génétiques ou sexuellement transmissibles dont la révélation par un examen prénatal peut justifier, au regard de la loi nationale, une interruption médicale de grossesse. Voilà. Je vais arriver à la conclusion. Nous avons vu qu'il existait différentes conceptions d'eugénisme. J'ai soulevé qu'il répondait à une même structure, faire de l'homme le moyen d'une fin.